On est toujours actuellement dans le bull run 2025. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je veux partager avec toi 5 erreurs que tu dois absolument éviter si tu veux te sortir sain et sauf de ce bull run 2025. La première erreur, c'est de ne pas prendre de profit. Pendant un bull run, les prix peuvent exploser très rapidement à la hausse, mais ça ne dure jamais éternellement. Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel et beaucoup de personnes peuvent se laisser prendre par l'euphorie des marchés et ne jamais vendre leur position en espérant que ça atteindra toujours des sommets de plus en plus haut. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un début de premier dans un bull run, d'ailleurs dans n'importe quelle classe d'actifs dans laquelle tu vas investir, le but premier, c'est de gagner de l'argent. Voilà. Il n'y a pas d'autre but en tant qu'investisseur quand on investit dans un projet, dans une classe d'actifs, dans un marché. Le but premier, c'est de gagner de l'argent. C'est tout ce qu'il faut que tu retiennes. Et donc, comment on gagne de l'argent? Évidemment, en prenant des profits. Peu importe que tu sois à plus 100, plus 200, plus 300%, si tu ne retires pas de profit, ce sont des profits latents, des profits non réalisés. Donc, tu n'as toujours rien gagné. Même si ton portefeuille est dans le vert et que ça fait plaisir, tu n'as toujours rien gagné. Donc, la règle numéro 1, ça va être de retirer des profits quand tu peux le faire. C'est l'avantage et le problème du marché des cryptos, c'est que c'est un marché qui est extrêmement volatile. L'un ne va pas sans l'autre, tu peux gagner très rapidement et tu peux perdre très rapidement. Pour prendre des profits, je vais te partager deux petites stratégies qui sont très simples à appliquer et qui te permettront de sortir du bull run avec des profits. La stratégie numéro 1, ça va être de vendre par palier. Donc comment tu peux vendre par palier? Il n'y a rien de très compliqué. Plutôt que d'essayer de vendre à un sommet, ce qui est quasiment impossible en fait de timer le marché, fixe-toi des paliers de vente. Par exemple, si ta crypto fait un x2, tu vas vendre 25%. Si elle fait x5, tu vas encore vendre 25%, et ainsi de suite. De cette manière, tu vas sécuriser tes gains tout en gardant une partie de tes profits qui vont continuer de tourner si jamais la hausse continue. Donc je te dis x2 tu fais 25%, x5 tu fais 25%, tu arranges ça à ta sauce, mais il faut que tu aies des paliers qui soient raisonnables. Te dis pas je vais vendre 25% quand j'ai fait x30, tu vois, genre là déjà ça tient plus debout. Et des paliers qui soient raisonnables, et tu peux mettre beaucoup plus de paliers comme x2 25, à x3 10, à x4 et ainsi de suite. Tu t'arranges ça comme tu veux, mais il faut que tu aies des paliers qui soient raisonnables et que tu respectes bien évidemment. La stratégie numéro 2 que je vais te partager, c'est de retirer ton investissement initial. C'est une autre méthode qui est tout aussi efficace. Dès que ta crypto elle a doublé, elle a fait un x2, tu retires ton investissement initial. Par exemple, tu as mis 1000 euros, ton portefeuille il monte à 2000 ou à 3000, tes 1000 tu les retires et tu laisses tourner le reste. Là où c'est malin, c'est que tu joues plus qu'avec l'argent en gros de tes profits et tu n'as plus le stress de perdre la totalité de ton investissement puisque ton investissement de départ est déjà retiré. En gros, c'est comme aller au casino. Tu vas au casino avec tes 100 balles, tu mets tout sur la roulette, t'as fait 300 balles, super. Tu prends tes 100 euros, tu les mets dans ta poche et tu continues ta soirée avec tes 200 balles. Comme stratégie, il n'y a rien de plus simple, mais crois-moi, ça fera une énorme différence sur ta qualité de sommeil la nuit quand tu sais que tu joues plus qu'avec des gains, entre guillemets tu joues plus qu'avec des gains et que ton investissement initial est retiré et que tu ne risques pas de le perdre. C'est un peu comme si tu jouais avec l'argent de tes potes, tu vois. Genre, une fois que tout est perdu, on s'en fout, c'est pas le tien. Donc avec ces deux petites stratégies qui sont très simples, que tu peux appliquer vraiment, il n'y a pas besoin de commencer à faire des calculs savants et tout, tu investis, les deux stratégies que je viens de te donner, vraiment c'est accessible pour un maternel. Il suffit juste de les respecter un minimum et de pas être arrivé au max, au top du FOMO pour faire des profits évidemment, parce que si t'es arrivé, qu'on a déjà un bitcoin qui a je sais pas combien, ou des cryptos qui sont déjà top de leur FOMO, ces stratégies te serviront à rien, d'ailleurs aucune stratégie ne te servira à rien. Et un des conseils les plus précieux que je peux te donner, vraiment, c'est celui-là, retiens même juste celui-là, tu vois. Si sur ton wallet, tu as des profits qui peuvent changer ta vie, ne te pose même pas la question de quelconque stratégie. Si tu te dis à ce moment-là où tu ouvres ton téléphone ou ton ordi et tu te dis putain, cette somme-là, j'ai jamais eu autant, ça pourrait changer ma vie, ne te pose même pas la question de est-ce que je fais une stratégie ou quoi. Tu vends, c'est tout. Si c'est de l'argent qui te permettrait de faire un apport pour acheter un bien immobilier, ta résidence principale, ça dépend dans quelle région tu es du monde, mais tu pourrais même t'acheter une maison avec tes gains, ne te pose même pas la question. Tu vends. Voilà. Après, tu auras tout le temps de réfléchir que faire avec cet argent. Mais si tu te dis, en ouvrant un jour ton portefeuille, putain, ça peut changer ma vie, tu arrêtes là, t'as déjà fait un bon chemin. Voilà, on va passer au numéro 2. Rappelle-toi quand même que les gains non réalisés, c'est que du vent. Les profits latents,
c'est que du vent. La deuxième erreur, et l'erreur que on a tous fait déjà une fois pour ceux qui ont commencé dans le monde de la crypto et que tous les débutants qui vont arriver vont faire, c'est ce qui va nous permettre de gagner de l'argent. C'est malheureux, c'est triste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quand sur le marché des cryptos tu gagnes de l'argent, c'est que forcément quelqu'un de l'autre côté en a perdu. D'ailleurs, les marchés traditionnels aussi, dans tous les marchés, quand tu gagnes de l'argent, c'est que de l'autre côté de la rive, quelqu'un a perdu le sien. Donc, l'erreur numéro 2, c'est de ne pas se faire FOMO. Céder au FOMO, tu vois une crypto qui explose, elle fait plus de 100%, et tu te dis, si j'en achète pas, je vais rater le train. Quand tu as une crypto qui vient de péter, qui fait 200%, tu as raté le train. Voilà, c'est tout ce qu'il faut te dire. Attends le prochain, ou concentre-toi sur les billets que tu as déjà achetés, tu vois, sur tes trains là qui sont en gare, qui attendent de partir, concentre-toi là-dessus. Mais quand il a fait 200, 300%, que tu as des chandeliers, tu vois, ton graphique il est comme ça, ne cherche même pas à te dire ah si je rentre pas maintenant, ne rentre pas, c'est tout. Je t'invite à aller regarder des graphiques, dans la quasi-totalité, une hausse est suivie d'une correction, dans la quasi-totalité. Donc quand tu as un graphique qui est comme ça, dans tous les cas, tu vas avoir une correction qui sera plus ou moins proportionnelle à la hausse qu'il vient d'avoir. Donc quand tu as vraiment des bougies qui sont verticales, tu as un graphique qui est vertical, ne cherche pas à rentrer sur ce type de marché. Si vraiment tu as envie de rentrer sur ce marché, attends qu'il y ait une correction pour pouvoir trouver des points d'entrée qui soient plus avantageux, mais ne te fais pas FOMO sur des barres bien vertes, bien verticales, où tu te dis ah c'est maintenant ou jamais. Quand on voit une crypto exploser, c'est humain, on le fait tous, on a tous envie de rentrer dessus, n'importe quel actif qui explose, on se dit ah merde je l'ai raté, est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas. Ça tu l'apprendras avec l'expérience, que quand tu vois un graphique qui explose, tu vois un actif qui explose, tu gardes tes mains dans tes poches. C'est le mieux que tu puisses faire. Parce que si le ratio risque-récompense est beaucoup trop faible. Une fois que la crypto a explosé, même si tu rentres sur ce marché, le ratio risque-récompense n'en vaut pas la peine puisque la probabilité qu'il corrige et que tu perdes ton capital ou que tu te retrouves en négatif versus la probabilité qu'elle fasse encore après ces 200-300% de hausse, qu'elle en refasse 2 ou 300, le risque est trop élevé. Alors une fois que le bull run est parti, tu restes concentré sur les positions que tu as prises avant que tout parte en vrille et tu arrête de switcher de crypto en crypto parce que les cryptos que tu as en portefeuille elles partent pas, du coup tu vas les vendre pour acheter une crypto qui vient de décoller, sauf que c'est à ce moment là que la tienne elle va commencer à monter, tu te dis ah merde, l'autre elle corrige, tu perds ton argent et là tu commences à faire de la merde. On recharge quand tout est calme et quand tout part en vrille, on reste calme et on attend que nos projets partent et s'ils partent pas, c'est pas grave, ça arrive. Et justement, si t'as pas mis tous tes œufs dans le même panier et que tu as un peu diversifié ton portefeuille, tu devrais quand même t'en sortir plutôt bien, même si un ou deux projets ne décolle pas. D'ailleurs, le point numéro 3, ça va être la diversification de son portefeuille. Donc avoir une bonne diversification de son portefeuille, évidemment, c'est important. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est une phrase qu'on entend tout le temps, on sait que c'est une vérité. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce qui marche. Donc, évite de te focus sur un seul et même projet. Alors, je vais terminer mon argumentaire et après je vais avoir un avis qui est un peu divergent avec mon propre argumentaire, mais tu vas comprendre où je vais en venir. Pendant un bull run, tu as beaucoup de projets qui vont exploser et tu as des projets qui vont stagner ou même qui vont disparaître. Ça arrive à chaque fois. Et donc, évidemment, imaginons que tu as tout mis sur un seul et même projet et que tu te rends compte que c'est un scam ou que tu t'es fait FOMO sur un vieux projet qui est vide. Derrière, bon, normalement, avant d'investir, tu as fait quand même tes analyses. Mais imaginons que tu avais tout misé dessus et que c'est un projet qui n'avait pas forcément de fondamentaux, ton bull run est terminé, ton capital a disparu et retour à la case départ, t'as plus qu'à économiser et attendre 4 ans. Donc diversifier son portefeuille en achetant déjà principalement du Bitcoin, de l'Ethereum, des projets du top 10, top 20, top 30, top 50, qui sont des projets avec des solides fondamentaux qui ont déjà fait leurs preuves au travers du temps, même si tu vas pas faire des fois 1000 avec, tu feras quand même des multiplicateurs si c'est des projets qui tiennent encore la route. Mettre tous ces œufs dans le même panier en allant chercher des cryptos du top 3000, c'est là que ça devient compliqué. Alors là où je te disais que mon avis va devenir un peu divergent avec mes propres arguments, c'est que quand tu démarres l'investissement, tu n'as pas un capital qui est énorme normalement, si tu es débutant dans ce milieu-là et que tu viens de commencer, t'as pas beaucoup de capital et du coup je vais te conseiller de faire un peu l'inverse. Faire l'inverse, je veux pas dire faire all-in sur un projet. Je veux dire que quand tu es débutant, t'as pas beaucoup d'argent et si tu diversifies trop, tu vas diluer tes performances. Imaginons, si moi je devais repartir à zéro et qu'aujourd'hui j'avais un portefeuille avec 1000 balles dessus et que je devais diviser mon portefeuille pour investir dans plusieurs projets, j'investirais pas dans 10 projets. J'essaierais de bien sélectionner 2 ou 3 projets max et d'investir dessus. Même si en réalité, plus tu investis dans le projet, plus tu as des chances qu'il y ait un projet qui pète. Sauf que si tu t'es surdiversifié, ton projet, t'avais 1000 balles de base et que le projet qui pète, bah t'avais que 20 € dessus, bon bah c'est super.
Bon, ce sera le seul qui fera des profits, mais pour moi, ça vaut pas le coup. Si j'étais débutant, que je repartais de zéro, pour mon cas personnel, pour mon style d'investissement personnel et pour ma personnalité d'investisseur, ouais, je me focuserais sur 2-3 projets, peut-être 2 projets solides, un projet un peu dégène où j'irai chercher des cryptos dans le top 200-300, histoire vraiment d'aller chercher de la performance et pourquoi pas un coup de poker, aller chercher le jackpot. Mais sinon, je surdiversifierai pas mon portefeuille parce que j'en ai déjà fait les frais et c'est mon expérience personnelle. Hein. Après, chacun fait comme il a envie, ça dépend de votre stratégie. Mais à certains moments, j'aurais préféré plutôt me concentrer sur 1 ou 2 projets, prendre le risque même que ces projets-là ne fassent que des x2, x3 et pas forcément des x10, mais qui ait une plus grosse somme investie dessus plutôt qu'aller acheter, diviser mes 1000 euros en 20 et mettre 50 euros sur je sais pas combien de projets et d'avoir une performance, même si tu fais 300%, bah super, ouais, t'as gagné 100 balles, bon, un peu plus. Hein. Voilà, pour le coup, moi si je devais repartir de zéro, je ferais pas comme ça. Après, encore une fois, c'est important de diversifier, comme je t'ai dit, de pas faire all-in sur un projet, mais d'avoir une diversification qui est raisonnable, parce que pour moi, quand on commence, t'arrives avec tes 1000 balles, peut-être que t'es jeune, peut-être que tu vis encore chez tes parents, peut-être que c'est les seuls argents que t'as mis de côté. Peu importe, en soi, quand tu démarres, bon, je te parle pas si t'es un daron de 50 ans et que t'arrives avec 50 000 balles, mais pour rester sur les 1000 balles, quand tu démarres, c'est le seul capital que tu as, vas-y en fait, prends des risques. Prends des risques, c'est maintenant ou jamais en fait. Soit ton risque il paye, soit écoute, c'est pas grave, t'auras appris les leçons, tu recommenceras, t'adaptes ta stratégie, mais prends des risques. Moi, je prendrais full risque. Voilà. Ça dépend sur le type d'investisseur que tu vas être. Imaginons que toi, tu es là pour plusieurs années. Tu dis non, voilà, moi je veux une stratégie bien rodée, je vais être là sur plusieurs années, je vais investir dans des projets. Pas juste faire une sorte de je rentre et je cash out rapidement sur le bull run, mais je reste là pour les 10-15 prochaines années. Et bah dans ce cas-là, ok, t'as tes 1000 balles, réfléchis à une diversification plus intelligente, essaye de te caler sur des projets et puis regarde ce que ça donne sur les années à venir. Mais si tu veux essayer de faire ton coup de poker, commence pas avec tes 1000 balles à investir dans 20 projets, quoi. Voilà. Ça n'engage que moi et je te dis ça à travers le prisme, mon prisme de ma personnalité d'investisseur. Voilà. Il y en a qui vont se dire mais c'est n'importe quoi, faut pas faire ça, faut diversifier, faut mettre tant de pourcentage ici. Oh, quand t'as 1000 balles, ça va. Tu sais quoi, même au pire, tu mets les 1000 sur un projet. Non, je déconne. Mais moi, je suis sûr que c'est comme ça que je ferais. Mais après, voilà, demain tu perds tout, mais tant que t'es conscient, tu vois, tu sais que c'est pas une vraie stratégie que tu es en train de faire, mais que tu es là pour prendre des risques parce que c'est ton tout début et que voilà, faut bien commencer quelque part. Tant que tu es conscient de ça, pour moi, c'est ok. On parle de 1000 balles. Hein. Demain, tu me dis, ouais, j'ai hérité de 100 000 euros. Je te dis, voilà, frérot, on va se poser 2 minutes et on va réfléchir. Voilà. Du coup, on va passer au numéro 4 et le numéro 4, c'est de négliger la sécurité. Pourquoi la sécurité? Le bull run attire énormément d'escrocs, de hackers, parce qu'on est clairement sur un domaine qui est uniquement en ligne, donc en termes de hackers, on ne peut pas mieux faire. Les scams, le phishing, les wallets qui se font hacker explosent pendant ces périodes de bull run, parce que des gens qui débutent vont pas forcément faire attention, vont partager leurs clés de sécurité sur les réseaux, vont pas faire attention aux liens sur lesquels elles cliquent, elles se font siphonner leur MetaMask, c'est des choses qui arrivent. Donc ce que tu peux faire déjà, la base des bases, déjà c'est activer la double authentification sur tes plateformes. Ça c'est vraiment genre le strict, mais alors le strict minimum que tu puisses faire dans le domaine de la crypto. Et après, un level au-dessus, ça va être d'acheter des hardware wallets, donc des wallets physiques, des cold wallets, ce qu'on appelle des wallets froids qui sont déconnectés du réseau. Par exemple, une Ledger, c'est... Voilà. Typiquement, moi j'ai la mienne qui est ici, qui est toujours dans sa boîte d'origine. Tac, ça c'est une Ledger. Ça c'est un hardware wallet et aussi appelé un cold wallet, puisque là, techniquement, dessus, entre guillemets, il y a mes crypto-monnaies, mais mes cryptos sont pas dessus, mais mes clés sont dessus. Bon, j'ai pas la présentation de produit, c'est pas grave. Mes clés privées sont dessus, mais comme tu vois, j'ai cet outil dans ma main. On n'est pas sur internet, il n'y a pas un hacker qui peut traverser et venir me le récupérer. À part si je me le fais voler, là c'est ce qui est une possibilité. Mais même si je me le fais voler, il faudrait que les personnes qui me le volent aient le code d'accès à cette clé. Donc voilà, investir là-dedans, ça littéralement ça coûte 120, 150 euros. Quand tu commences à avoir quelques milliers d'euros, ça vaut le coup d'investir quelques centaines d'euros pour protéger ces quelques milliers d'euros. Tu vois ce que je veux dire? Ça, rappelle-toi, c'est un hardware wallet. Ledger, t'as pas que Ledger, t'en as plein. C'est aussi appelé un cold wallet parce que c'est déconnecté du réseau. C'est quelque chose de physique, ce n'est pas connecté à Internet. Ce genre de choses-là, moi je te conseille d'investir dessus quand tes portefeuilles commencent à dépasser les quelques milliers d'euros. Investir dans ce type d'outils, c'est ultra utile quand ton portefeuille commence à dépasser quelques milliers d'euros. Et ça peut t'éviter quand même
même pas mal de problèmes. À chaque période de hausse, les scams ils explosent et ils sont de mieux en mieux rodés. Le nombre de fois incalculable, sincèrement j'ai de l'expérience dans les scams. Puisque je me suis fait avoir plusieurs fois, des amis de la famille à moi se sont fait avoir, un nombre incalculable de fois. Et j'ai dit à des amis et de la famille, n'investissez pas là-dedans, n'investissez pas là-dedans. Et qu'ils l'ont quand même fait, parce que quand tu te fais FOMO, que les sites sont extrêmement bien faits, qu'on te promet des rendements qui sont super attractifs, bah forcément tu as envie de croire uniquement ce que tu as envie de croire, et donc tu vas faire des recherches qui vont aller uniquement dans ton sens. Sincèrement, le nombre de fois où j'aurais pu éviter à des personnes de perdre des milliers d'euros, c'est ahurissant. Mais comme je vous dis, moi le premier, je me suis fait avoir sur des scams où ça date, c'est des scams de 2018, vraiment des scams à l'époque. Aujourd'hui, c'est assez simple quand même de roder un scam. Déjà des rendements qui sont faramineux. Ça te met la puce à l'oreille tout de suite. Déjà, il te suffit simplement de taper le nom de la plateforme suivi de scam sur Google. Les premiers articles, tu sauras. S'il y a un seul article qui soupçonne le site de scam, ne cherche même pas à comprendre. Une plateforme sérieuse n'est pas attaquée par des articles « Oh, c'est un scam ». Tu verras jamais un scam, un article dire « Ouais, Coinbase, c'est un scam ». Jamais. Par contre, des petites plateformes qui te proposent des rendements faramineux, si tu tapes le nom suivi de scam et que tu tombes déjà sur des articles qui te disent qu'il y a un doute, n'essaye même pas, n'essaye même pas. Une autre chose, mais alors je le dis quand même si je pense que ça pourrait paraître logique pour la plupart des investisseurs, mais potentiellement il y a des débutants, vraiment débutants qui regardent cette vidéo et peut-être que c'est pas quelque chose qui est logique pour eux. Quand vous allez vous balader sur internet, sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, vous voyez des commentaires où dans ces commentaires on vous propose une crypto qui est le premier, le prochain même coin qui va exploser, n'essayez même pas. N'essayez même pas. Quand vous recevez un message sur Instagram qui vous dit « Ouais, je vois que tu t'intéresses à de la crypto, en ce moment on bosse sur un projet », quand même le PDG vient t'envoyer un message en DM sur Instagram pour que tu investisses avec lui, à un moment donné, même si c'est bien rodé et que des fois, parce que ça peut paraître con là comment je le présente, mais ça arrive, parce que s'ils le font encore aujourd'hui, c'est que ça marche. Je vois pas d'autre solution. Donc si ça marche, c'est qu'il y a des gens qui continuent de le faire. Enfin, il y a des gens qui continuent d'investir là-dedans. Quand même le PDG vient te voir pour te dire ouais, on est sur un projet, il t'envoie un lien, parce qu'en fait ça passe par MetaMask. Donc il t'envoie un lien sur lequel tu tombes sur une crypto-monnaie, et la crypto-monnaie tu peux en acheter. C'est assez simple de créer une crypto-monnaie. Hein. Mais une fois que tu l'as acheté, souvent tu peux plus retirer ton argent ou quelques mois après... la crypto-monnaie elle est en maintenance et puis ça disparaît. Mais jamais, ne clique jamais sur des liens qu'on t'envoie en DM. Ne va jamais checker les sites internet qu'on te donne sous les vidéos YouTube où on te dit regarde cette nouvelle crypto, le X machin, ship mes couilles. Même si tu vois, ça pourrait porter des fois un peu la curiosité où tu te dis bah tiens je vais aller voir pour voir ce que ça donne en fait. Peut-être que c'est bien la prochaine, c'est rien. C'est rien. Derrière, je suis désolé mais c'est toujours les mêmes, c'est Aboubakar au fin fond du South Africa qui est en train d'essayer de roder son meilleur scam pour s'échapper de son pays. C'est tout ce qui est en train de se passer. Voilà, et encore je dis ça, moi la plateforme sur laquelle je me suis fait arnaquer, à l'époque elle s'appelait Quellian DP, elle proposait des rendements qui étaient quasiment à 50% par mois. Je crois que c'était un deal comme ça. Hein. Plus tu payais cher, plus tu avais des rendements qui étaient élevés. Et sur Quellian, j'avais posé 3 Ethers. Alors à l'époque, quand j'avais posé des Ethers, les Ethers coûtaient 150 balles, quelque chose comme ça. Donc c'était pas énorme à l'époque. Mais aujourd'hui, si je les avais gardés au lieu de les investir dans de la merde, bah tu vois, 3 Ethers, voilà, on n'est pas très loin des 10K quoi. Et donc cette plateforme-là, je l'avais vue, j'avais eu plein de vidéos YouTube qui disaient « Regardez, Quellian DP, c'est une dinguerie ». Qui disaient ouais, cette plateforme », ils montraient que ça marchait. Mais ça marchait en plus, puisqu'il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent avec cette plateforme parce que c'était un système de Ponzi. Et donc un système de Ponzi, forcément, quand tu y arrives quand tu arrives au début de la pyramide de Ponzi, et ben les nouveaux arrivants, toi, ils vont te verser des rendements. Donc forcément, ça marche. Donc du coup, tu vas en parler à des amis, à de la famille. Tu vas dire, bah venez, regardez, c'est incroyable. Plus tu arrives tard dans la pyramide, moins les rendements sont élevés et plus il y a de risques. Donc moi, j'étais arrivé relativement assez tard, j'ai eu quelques rendements qui m'ont été versés. Et après, bizarrement, la plateforme était en cours de maintenance. Le pire, c'est que j'ai investi. Mais avant ça, j'avais fait mes recherches. J'avais regardé Quellian DP. J'avais regardé qui était le fondateur de Quellian DP. J'avais tapé son prénom sur internet et c'était pas la première fois qu'il créait un scam et qu'il disparaissait avec la caisse. Sauf que là, c'était tellement bien fait
Franchement, ça coûte des centaines de milliers d'euros de créer un site comme il l'avait créé. Il y en a vraiment, ils s'en donnent les moyens. Des centaines de milliers d'euros en développement pour créer un site, comment c'était créé, pour redistribuer des gains, tout ça, tout ça. On se disait, mais non, c'est trop gros pour être un scam. Ça en était un. Bref. J'avais vu sur internet que ce mec-là, c'était pas son premier scam, qu'il avait déjà créé des sites internet, qu'il s'était déjà barré avec la caisse, qu'il avait déjà, il me semble, pas fait de la prison, mais qu'il avait été condamné pour plusieurs escroqueries. Malgré tout, il y avait tellement de FOMO autour de ça, il y avait tellement tellement de hype autour de Kylian DP que je me suis dit, ah ouais, vas-y, c'est bon. Genre, j'ai commencé à me biaiser moi-même sur mes recherches et j'ai investi. Bizarrement, 6-7 mois après, tu vas pour te connecter, ah, la plateforme est en cours de maintenance. Et là, je t'assure que les youtubeurs qui faisaient des vidéos, ouais, Kylian DP à fond dessus et tout, ça va changer votre vie, ils étaient là, mais pendant des mois. Hein. Non, mais c'est normal, c'est en cours de maintenance, regardez le white paper, ils sont en train de modifier ça et tout, c'est pour les rendements. Pendant des semaines et des semaines, des vidéos de personnes dans le déni. Moi, dès que je me suis connecté, j'ai vu la plateforme est en cours de maintenance, j'ai fait allez, cher pour ta gueule, c'est bien fait pour toi. Tu le savais, tu l'avais vu, mais tu y es quand même allé. C'est bien fait pour ta gueule. Bref, je m'éloigne tellement du sujet à chaque fois. Donc voilà, je me suis fait avoir plusieurs fois par des scams. Aujourd'hui, vraiment, c'est assez simple à roder. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. C'est tout. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Allez, on passe à la suite. Le numéro 5, c'est de n'avoir zéro plan de sortie et d'être trop gourmand. On pourrait croire que ça se rapproche un peu du numéro 1 qui est de ne pas prendre de profit, mais c'est un peu différent. Pour moi, c'est l'erreur aussi, une des erreurs les plus courantes, qui est de ne pas avoir de plan de sortie parce que beaucoup restent dans le marché et pensent que ça va toujours monter jusqu'au moment où le marché s'effondre. Il y a savoir retirer des profits, donc là je suis en profit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en prends pas? Mais il y a aussi avoir un plan de sortie. Le bull run, il n'est pas éternel, il y a un moment donné où il va se terminer. Donc il faut pas attendre non plus des profits éternellement en se disant bah ça va monter et que tu auras largement le temps de te retourner. Tu n'auras pas le temps de te retourner, c'est le marché qui nous retourne nous au moment où on s'y attend le moins. Donc les piliers d'un bon plan de sortie, ça va être en numéro 1 de comprendre les cycles de marché. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo, mon script est prêt. Je vous prépare une vidéo qui est justement, elle s'appellera comprendre les cycles de marché. Et je vais vous expliquer les cycles de marché et combien de temps durent les phases de marché, comment s'appellent certaines phases de marché, à quel moment il faut rentrer, à quel moment il ne faut pas rentrer. Ça, c'est une des prochaines vidéos qui arrive là dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc 1, comprendre les cycles de marché. Le bull run, il n'est pas éternel. C'est souvent une succession de phases. Il y a une montée rapide, un plateau où les prix stagnent et enfin une chute brutale qui est les corrections et ensuite le bear market. Donc étudie l'historique des précédents bull run pour avoir une idée des moments où le marché va commencer à se retourner. Et encore une fois, ça, je te fais une vidéo bientôt dessus qui te sera très utile. En numéro 2, définir des scénarios optimistes et pessimistes. Au lieu d'avoir une seule stratégie basée sur tel prix, je vends quand le prix sera arrivé à ce niveau-là, et plusieurs scénarios. Parce qu'on ne sait pas si ça va arriver ou non un jour au prix que toi tu souhaites. Donc, et plusieurs scénarios, et dans l'idéal, un scénario qui est optimiste et un scénario qui est pessimiste. Dans ton scénario optimiste, tu peux dire si le marché continue de monter, quelle est la valeur maximale à laquelle je serai prêt à vendre. Donc te dis pas genre j'attends le maximum puisqu'on ne saura pas. Tu ne seras pas prévenu avant tout le monde qu'on est au maximum. Donc dis-toi, imaginons, le Bitcoin aujourd'hui est à 100 000. Dis-toi dans mon scénario optimiste, à combien je serai prêt à me dire là c'est bon, stop, je sors. Parce que pour moi c'est déjà énorme. Ton meilleur scénario. Je te dis ça, mais il y en a qui vont abuser encore, ils vont être là, ah bon bah dans ce cas mon scénario optimiste ça va être 750 000 € pour un Bitcoin en 2025. Je peux rien faire pour vous. Pour ces gens-là, je peux rien faire pour vous. Mettons un scénario optimiste qui, je sais pas, tu vois, imaginons, par exemple, je te partage le lien. Pour moi, un Bitcoin à 150 000 $, c'est mon scénario optimiste. C'est le scénario où je me dis, une fois que le Bitcoin arrive à 150 000, je me dis, ok, pour moi, c'est cash out. Je vais pas chercher à me dire, ah ouais, mais tu sais, maintenant et tout, Trump. 150 000, cash out. C'est mon scénario optimiste. Pour un scénario pessimiste, c'est si une correction arrive plus tôt que prévu, à quel niveau tu es prêt à te dire, ok là je limite la casse. Stop, genre au niveau des pertes, je limite la casse. Ça évite de se retrouver dans le rouge, de jamais clôturer ses positions et d'attendre du coup 2028 pour que ça remonte au prochain ATH. Idem, je parle en connaissance de cause là-dessus. Donc avoir un scénario pessimiste et te dire par exemple, voilà, aujourd'hui le Bitcoin il est à 100 000. Si demain on commence à reflirter avec les zones des 75, 70, qu'on repasse en dessous des 70, à un moment donné il faut arrêter d'espérer.
tu vois. C'est que potentiellement, on a déjà fait notre top de marché. Je te dis ça, je te balance des chiffres comme ça, mais ça demanderait une analyse plus profonde. Mais ton scénario pessimiste, à quel prix tu te dis stop, genre je préfère couper et être en légère perte maintenant plutôt que rester dans le déni, espérer que ça reparte et du coup me retrouver avec des pertes qui sont beaucoup plus importantes. Ça ira avec les cycles de marché, puisque si demain on prend une correction, là maintenant, on est le 4 janvier je crois quand j'enregistre cette vidéo, là maintenant on prend une correction de 10, 15, 20%, personnellement, même si j'atteins mon prix pessimiste, je vais pas me dire ah bah non, là je retire tout, c'est fini, puisqu'en fait ça ne correspond pas au temps d'une phase, de la phase de bull run par exemple. On sait qu'encore on a quelques mois devant nous et ce serait assez bizarre que ça se termine maintenant brutalement, tu vois, par exemple en janvier. Je dis ça, c'est possible, mais ce serait quand même bizarre parce que ça correspondrait pas au laps de temps qu'on connaît des phases de marché dans un cycle de crypto. Donc du coup, il faut que ce soit, enfin, ton scénario optimiste et pessimiste soit en corrélation avec ces phases de marché. Si on est sur une fin de bull run, mais vraiment la fin, quoi, c'est les altcoins ils ont explosé, ton bitcoin il est en train de descendre et que tu te dis mon scénario optimiste c'est que ça va encore continuer de monter, puis là je vais clôturer mes positions. Arrête, voilà, arrête. Mais promis, dans la prochaine vidéo que je vous fais sur les cycles de marché, on va parler de temps. Je vais vous parler en mois, combien de temps dure une phase en mois, on va parler concret. En numéro 3, pense à une stratégie globale. Une stratégie globale, c'est un plan de sortie. En gros, un plan de sortie, ça consiste pas seulement à essayer de vendre au bon moment, c'est aussi de garder une partie de tes gains en cash pour profiter des baisses futures, ce qu'on appelle buy le dip, donc acheter le point bas quoi. Donc conserver une partie de tes gains en cash pour potentiellement pouvoir réinjecter dans des opportunités au cours du bull run. Réinvestir dans des actifs moins risqués comme des stablecoins ou d'autres projets solides. Avec tes gains, t'es pas obligé de rester uniquement dans le monde de la crypto. Ça peut dégager et puis tu peux te diriger vers des actions, d'autres choses, tu vois. Et ensuite, allouer une partie à tes objectifs personnels. Ça peut être des vacances, ça peut être de l'épargne, ça peut être l'achat immobilier, ça peut être l'achat d'une voiture. À un moment donné, gagner de l'argent, ça sert aussi à ça. Hein. Je dis pas qu'il faut le dépenser. Le principal, c'est de le réinvestir pour en gagner encore plus. Mais au bout d'un moment, tu vois, si tu as pu te passer un super bull run, que tu as retiré des gains, fais-toi plaisir. Des vacances, tu as gagné 100 balles, tu mets à l'abri la daronne direct, tu lui payes un caddie Lidl, de l'épargne, si tu as un projet d'achat immobilier, comme je te disais, c'est des choses auxquelles il faut penser et ça sert aussi à ça de gagner un peu d'argent. En numéro 4, anticiper les imprévus. Le marché des cryptos est imprévisible et il peut se retourner vraiment très rapidement à cause d'un signe noir. Un signe noir, c'est des nouvelles qu'on n'attendait pas forcément, mais qui sont bel et bien arrivées. Comme par exemple la régulation. On sait qu'en 2025, là, il y a une nouvelle régulation qui est passée pour les cryptos. J'ai pas encore pris le temps de me pencher dessus, peut-être parce que je veux encore rester un peu dans le déni, parce que c'est pas très joli pour le monde de la crypto. C'est la régulation MiCA, qui est la régulation européenne, si je dis pas de conneries. Et décidément, nous, tout ce qui est France, Europe, tout ça, on a vraiment envie, hein, mais vraiment envie de rester bien en retard. Voilà. On a envie d'être à la traîne. On a envie d'être les merdes, en fait. Voilà. Bref. Fin de la parenthèse. Donc la régulation peut arriver, une plateforme d'échange peut subir une panne ou un hack. Rappelez-vous pour ceux qui étaient là en 2021, l'USDC KDPEG, ça a fait mal. Ça a fait très mal, ça m'a fait mal. J'ai eu mal. Une crypto en particulier peut s'effondrer pour des raisons internes ou des projets qui ne tiennent pas la route ou qui n'ont pas de fondamentaux. C'est pourquoi un bon plan, ça inclut toujours un aspect pragmatique, avoir plusieurs options pour vendre tes cryptos, transférer des fonds vers des portefeuilles sécurisés régulièrement, ne jamais tout miser sur une seule plateforme ou une seule stratégie. Tout ça, ça rentre dans le fait d'anticiper les imprévus et te mettre un peu à l'abri. Et le plus dur et le vrai défi, peut-être dans tout ce que je viens de t'expliquer, ça va être de gérer ses émotions. Et ça, ce sera le plus dur à faire. Dans un bull run, l'euphorie peut te jouer des tours. Je la refais. Dans un bull run, l'euphorie va te jouer des tours. Et même un investisseur qui est aguerri, il peut se faire FOMO. Il peut se faire FOMO. Ça nous est tous arrivé. C'est arrivé aux plus grands sur YouTube. Même moi, si on descend sur certaines de mes vidéos où je parlais des analyses, par exemple en 2021, il y a des vidéos où on peut apercevoir le FOMO en direct. Où je suis pas dans le déni, mais je suis plus optimiste que pessimiste, alors que les indicateurs nous montrent que ça va descendre. Donc ça peut arriver à tout le monde. Et c'est à ces moments-là que toute la difficulté de gérer ses émotions
prend toute sa complexité. C'est vraiment quelque chose de difficile, mais par contre si tu suis les quelques conseils que je t'ai donnés plus haut, les quelques stratégies que je t'ai données, qui sont des stratégies qui sont vraiment relativement très simples, ça peut te permettre d'y aller déjà plus à l'aise. Parce que quand c'est ta vie que tu as mis en jeu sur les marchés financiers et que là tu te fais FOMO ou qu'on commence à faire des grosses pertes, c'est pas juste l'émotion de te dire « Ah, là mon portefeuille il prend mal », c'est toute ta vie en fait. Tu dis genre là si je perds cet argent c'est un retour à la case départ. Si tu as gros d'investi, c'est ce qui va t'empêcher même de dormir la nuit. Donc c'est des petites choses simples à appliquer, mais vraiment ça peut faire une très grosse différence sur la façon dont tu vas vivre ce bull run. Donc avoir un plan clair et réaliste te permet de garder ton sang-froid sur les marchés et d'éviter un maximum de faire de la merde quand le marché devient imprévisible. Donc voilà grosso merdo pour les 5 erreurs à éviter pendant ce bull run. Disons que j'ai revisité les bases, hein, mais sans les bases on fait rien. J'espère au moins qu'il y a quelques conseils qui pourront t'aider dans cette vidéo, dans les petites stratégies que je t'ai données, qui sont facilement applicables et assez rapides à mettre en place. J'espère que certaines choses pourront t'aider dans cette vidéo. Ce sera tout pour moi, j'espère que la vidéo sera pas encore trop longue, mais j'en doute. Donc voilà, en attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est ciao.